BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Et c'est l'économiste Emmanuel Combe qui est avec nous. Bonjour Emmanuel Combe. Bonjour, alors, vous êtes spécialisé, mais très vite d'ailleurs, dans le transport aérien low cost. Il y a de nombreuses années que vous suivez la croissance du low cost, que le low cost vous passionne, que vous allez en regarder l'ensemble des recettes et de tout ce qui fait aujourd'hui le succès de ce secteur dans le secteur aérien. C'est maintenant une dizaine d'années que je suis le secteur du transport aérien en général et notamment du low cost, qui est une véritable révolution. Il faut bien le voir comme cela. Low cost, en deux mots pour que nos auditeurs soient bien au clair, ça consiste à offrir un produit extrêmement simplifié, donc à baisser les coûts sur quasiment tout le process de production, sauf une chose, la sécurité. La sécurité, ça n'est pas de l'ordre du négociable. Qu'est-ce qui le garantit, ça, Emmanuel? J'ai entendu ça toute la journée dire on réduit les coûts sur tout, sauf sur la sécurité. Alors j'aurais trois réponses. Une réponse qui est technique, et je crois que les experts répondront mieux à cette question que moi, à cet argument que moi. Premièrement, il y a des normes. Ouais. Il y a des normes légales qui s'imposent à tous. Ouais. Que vous soyez low cost ou pas, les normes de sécurité sont les mêmes. Ouais. Qui plus est, les standards sont relativement élevés en Europe. Ouais. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, elle est plus économique. Et je dirais, elle est moins puissante, mais elle existe, car nous avons des études économiques qui le montrent. Deuxièmement, les clients ne sont pas prêts à un arbitrage prix-sécurité. Ce que je veux dire par là... Ils ne savent pas, les clients. Alors là, pour le coup, on est dans un biais d'ignorance, pour parler comme les économistes. Moi, pas forcément, parce que ça veut dire qu'à la rigueur, un billet pas cher, on l'entend parfois, le billet n'est pas cher, mais est-ce que justement la sécurité n'est pas en jeu? Ce que je veux dire par là, il n'y a pas d'arbitrage prix-sécurité, et donc paradoxalement, avoir un prix bas vous oblige encore plus à être dans la communication et dans les impératifs de sécurité. Et puis troisièmement, n'oublions pas que pour une compagnie, avoir un accident fatal, c'est notamment une compagnie jeune, c'est une sanction financière, une sanction boursière extrêmement forte. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'arbitrage. On ne joue pas avec la sécurité tout simplement parce qu'on ne le peut pas, et à supposer qu'on le puisse, ça n'est pas en réalité un bon calcul économique. Toute la question, c'est où elle commence. C'est-à-dire que, alors on ne joue pas avec la sécurité, ok, on ne joue pas avec les normes des différentes délégations générales des aviations civiles au cœur de l'Europe, ok. Après, sur la formation des pilotes par exemple, est-ce qu'on a exactement les mêmes standards de formation des pilotes? Sur les équipages, est-ce qu'on a exactement les mêmes standards d'équipage? Oui, les standards sont les mêmes. Et je crois qu'il faut à nouveau regarder les statistiques. Les statistiques sont extrêmement intéressantes. Ouais, vous avez des classements qui sont faits. Alors on peut toujours discuter un classement, sauf qu'il y a des méthodologies qui sont assez sérieuses. Et que voit-on? Les compagnies low cost, en tout cas les compagnies low cost pure player, on va peut-être y revenir, il y a différents types de low cost. EasyJet en Europe, Southwest Airlines aux États-Unis ont des taux d'accidentalité extrêmement bons. Je dirais même qu'ils n'ont jamais connu d'accident fatal. Southwest Airlines a aujourd'hui 40 ans d'existence, donc ce n'est pas une compagnie qui vient de naître. Elle n'a jamais connu d'accident fatal. EasyJet a aujourd'hui un peu plus de 20 ans d'existence. Je crois qu'elle fait voler 1400 avions par jour. Elle n'a pas connu d'accident fatal. Donc ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on regarde les rankings, non seulement on ne peut pas dire que les low cost ont un taux d'accidentalité plus élevé, mais on serait même tenté de reconnaître ou de constater qu'elles sont plutôt des bons élèves. Je le répète, regardons les statistiques, au-delà bien sûr de l'émotion légitime du drame. Qu'est-ce que vous vouliez dire là sur pure player, low cost, etc. C'est-à-dire la stratégie de la Lufthansa ou d'Air France, parlons-en, qui est en train de faire avec Transavia, ce que la Lufthansa a fait avec Germanwings, c'est exactement le même modèle? Non, c'est pas du tout le même modèle. Il y a deux modèles complètement différents. Vous avez les low cost qui sont partis d'une page blanche. Par définition, quand on part d'une page blanche, on est particulièrement agile. Ryanair, EasyJet. EasyJet, ce sont des mastodontes. Il faut bien se représenter que Ryanair, c'est 300 avions et c'est 85 millions de passagers. EasyJet, ça doit être 65 millions de passagers. Élément de comparaison, je ne sais pas, je dois vous dire... Air France, or, tout ce qui est trafic intra-Europe, c'est 50 millions de passagers. Ah oui. On est sur des pure players qui sont très rentables. Alors pourquoi je parle de la rentabilité? Ça ne vaut pas pour l'Europe, mais les études statistiques sur le monde montrent qu'il y a une corrélation entre la rentabilité et le taux d'accidentalité. Ce que je veux dire par là, c'est que ces compagnies-là ont de l'argent. Comme elles ont de l'argent, elles ont des avions neufs. N'oublions pas que l'âge moyen d'un avion chez EasyJet, de mémoire, ça doit être de l'ordre de 5 à 6 ans, et ils renouvellent leur flotte relativement fréquemment. Non seulement pour des raisons de sécurité, mais pour des raisons d'efficience économique. N'oublions pas qu'un avion récent consomme entre 15 et 20% de moins. Ça, c'est le premier business model. Très intéressant. Pure player. Puis vous avez un deuxième business model un peu différent, ce sont les grandes compagnies majeures qui ont vécu cette révolution, c'est une véritable révolution sur leur territoire et qui ont décidé de réagir en se dotant d'une filiale, soit une filiale créée ex nihilo, c'est le cas de Transavia France, soit en rachetant une compagnie low cost, et là vous avez deux modèles.
l'espagnol Iberia, devenu British Airways, qui a racheté Vueling et qui en a fait en quelque sorte son arme de guerre pour rester sur son territoire espagnol. Même chose pour Lufthansa. Donc vous voyez, on est sur des business models différents. Ça veut dire que les avions de Lufthansa n'est pas partie d'une page blanche. Ouais. Elle a repris une compagnie qui était d'ailleurs une compagnie low cost existante. Elle n'a pas tout à fait la même rentabilité. Alors je le répète, il faut pas tirer de conclusion. Hein. Je ne dis pas qu'une compagnie qui est en moins bonne santé financière qu'une low cost a un taux d'accidentalité plus élevé. Je le dirais en sens inverse. Les compagnies qui réalisent des profits élevés peuvent se permettre d'avoir une flotte récente. Or on sait qu'il y a en effet une relation qui n'est pas réciproque entre âge des avions et accidentalité. Des avions jeunes sont une garantie d'accident moindre, ce qui ne veut pas dire symétriquement qu'avoir une flotte plus âgée. Ça ne veut pas dire symétriquement si ça marche non, ça marche pas nécessairement. Ça marche pas nécessairement. Non, tout dépend de la maintenance sur un avion. Ça peut voler 30 ans. Tout à fait. On entendra d'ailleurs tout à l'heure 1911. Donc la relation pour cet avion-là, ça n'affole absolument pas les experts. Donc la relation n'est pas symétrique. La relation n'est pas symétrique. Un avion neuf, c'est une garantie de sécurité, mais symétriquement, un avion plus âgé n'est pas pour autant une garantie un signe de dangerosité. Rien n'indique donc qu'on soit devant un nouveau défi pour le transport aérien européen. Je voulais en finir là, Emmanuel. On va voir évidemment, et sans doute saura-t-on pas mal de choses dans la journée à la lecture de l'une des deux boîtes noires. En tout cas, une chose est sûre, moi je ne suis pas expert technique, mais une chose est sûre, c'est que la grille de lecture low cost versus non low cost ne me semble absolument pas pertinente. En revanche, la grille de lecture croissance exponentielle de ce secteur, 50% de croissance sur 10 ans, mais quel secteur a connu ça? Tout à fait. Versus ensemble des infrastructures d'accueil, de contrôle, de surveillance, de formation. Cette grille-là, elle est peut-être intéressante à creuser, non? Peut-être, mais ça n'est pas une grille économique. Mais l'économiste en tant que tel ne s'explique pas en réalité cette catastrophe. Hein. Parce que quand vous regardez tous les indicateurs économiques, rien ne pouvait le laisser présager. Et en particulier, je le répète, la santé financière. Lufthansa n'est pas une entreprise qui est au bord de la faillite. Bien sûr. Emmanuel Combe, merci d'être venu nous voir ce matin sur BFM Business.